Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. On va commencer parce qu'on a des horaires à respecter et nous sommes précis. Alors, on a le plaisir ce matin de venir parler d'un sujet extrêmement compliqué, les déserts médicaux, et d'en parler avec un focus un peu particulier sur le plan de l'imagerie notamment, et voir comment différents modèles permettent de lutter contre ces déserts médicaux et comment un certain nombre de solutions territoriales ont été trouvées pour répondre à des problématiques très territoriales. Donc ce matin, pour m'accompagner de gauche à droite, Madame Sigofi, directrice du PIM Centre, à sa droite le docteur Nicolas Laurent, chef du pôle d'imagerie du CH de Valenciennes, responsable du PIM qui présentera, Madame Delphine Dupé, directrice d'Éthicaire Santé. Bonjour Madame. Madame Priscilla Stéphan, qui est chargée de mission territoriale au sein du groupe IMEDIS, et qui nous permet aujourd'hui de faire ce beau plateau, puisqu'elle a travaillé d'arrache-pied pour réunir toutes ces personnes. Alors un petit focus sur c'est quoi finalement un désert médical en imagerie. Les chiffres sont assez édifiants, ils sont issus du Conseil de l'Ordre national et nous permettent de voir qu'en fonction des départements, des territoires, la pénurie radiologique pour 100 000 habitants est dramatique. Alors je ne sais pas si on voit bien les couleurs, mais effectivement, par rapport à une présence à 33 radiologues pour 100 000 habitants sur Paris, on se retrouve dans le Cher et dans l'Oise avec 6,5 radiologues pour 100 000 habitants, ce qui est un écart majeur. Et sachant que quand il n'y a pas de radiologue, finalement, le temps de prise en charge d'un patient est extrêmement ralenti et c'est une perte de chance majeure, même si on a beaucoup de machines, beaucoup d'établissements. Finalement, le patient n'est pas pris en charge, faute de moyens humains. Alors, pour vous donner une petite vision de comment Imedis Group s'est intriqué dans les territoires, voilà notre présence un peu partout en France et outre-mer, pour nous permettre de répondre à un défi qui nous semblait essentiel, c'est-à-dire que au sein des territoires, avoir des radiologues, ça permet de répondre à des problématiques très locales, très territoriales, et de s'intégrer avec le tissu territorial qui va nous être présenté. Et finalement, ces solutions PIM présente l'avantage de recréer des partenariats extrêmement qualitatifs entre plusieurs acteurs, qu'ils soient publics, les établissements publics, les CHU, ou privés, comme des groupes ou des structures privées territoriales. Ces PIM ont pour vocation d'avoir à la fois une gouvernance partagée, sujet complexe, mais efficients une fois qu'ils sont bien montés, et de mettre en commun à la fois des moyens technologiques, mais surtout humains finalement. Et c'est un peu ce sujet dont on va parler aujourd'hui, et ce que nos différents représentants de PIM vont nous présenter. Alors on va passer rapidement la parole aux différents représentants des PIM, et donc d'abord à Madame Siofis, d'abord, quels sont finalement les besoins et les nécessités auxquelles le PIM vous a permis de répondre? Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors, ici, on a représenté dans cette slide les différents enjeux que vous avez déjà évoqués, mais également, en fait, la manière dont ces enjeux sont intriqués les uns les autres et que nous souhaitions, avec la mise en place du PIM Centre, laisser la place du cercle vicieux à un cercle plutôt vertueux, de manière à répondre à la crise d'attractivité des radiologues, notamment dans le secteur public, dans le secteur de la fonction publique hospitalière. Et puis, ce à quoi s'ajoutait pour le secteur public les nécessités et la contrainte liée à la permanence des soins. Donc, c'est-à-dire alléger la pénibilité des gardes pour les radiologues et faire supporter par le collectif des radiologues en place dans les différents établissements une prise en charge mutualisée de la permanence des soins. Ça, c'était le projet initial, de manière à maintenir une attractivité pour nos établissements et également une fidélisation de l'ensemble des personnels avec une solution qui donc s'est dégagée avec le projet du PIM. Comme vous l'avez dit, ce dont on a bénéficié dans la région Centre-Val de Loire, c'est d'un portage institutionnel ambitieux, puisque le projet a été d'emmener la plus grande partie des établissements présents dans la région Centre-Val de Loire.
et puis donc d'associer les populations de radiologues présentes à une prise en charge. Donc, alors la particularité du PIM-Centre, c'est qu'il prend en charge sur les périodes de nuit et du week-end uniquement, mais en tout cas de pouvoir mutualiser nos forces sur ces périodes et puis d'organiser de manière avec la téléradiologie, de manière à pouvoir faire bénéficier l'ensemble des participants. Et aujourd'hui, vous êtes diffusé dans combien d'établissements sur le PIM ? Alors, on a commencé par un noyau dur. On a décidé de commencer par étapes. On a débuté avec les établissements de Dreux, de Bourges et de Châteauroux. Et bientôt, d'autres établissements, 3 autres établissements vont rentrer dans l'aventure de plus petite taille. Mais en fait, on tente d'avoir une couverture la plus large possible et d'accueillir l'ensemble des établissements du territoire. Merci beaucoup. Docteur Nicolas Laurent, chez vous, comment ça s'est passé ? C'était aussi simple, aussi efficace que dans le région centre ? Il n'y a rien de simple dans un projet médical aussi ambitieux, ça c'est sûr. Je vous ai mis ici quelques éléments de présentation du GHT dont Valenciennes est l'hôpital support, l'hôpital pivot. Notre GHT représente un peu plus de 800 000 habitants, c'est un peu plus de 3000 lits d'hospitalisation, tout lits confondus. C'est 12 hôpitaux qui travaillent ensemble dans ce GHT avec 5 services d'accueil d'urgence et 6 plateaux techniques d'imagerie en coupe. On est parti du constat en 2021, c'était un constat qui était partagé entre les médecins de l'hôpital support, les directions des différents hôpitaux et l'agence régionale de santé, d'un problème de démographie médicale, comme ça a été bien dit, vraiment un désert médical dans les hôpitaux publics périphériques par rapport à Valenciennes, et avec un constat également de solutions de support par une activité de téléimagerie sur des plateformes nationales, et donc un gros volume d'examens qui partait au national et qui ne permettait pas de créer l'attractivité non plus pour ces hôpitaux. C'était 100% de la PDS pour certains hôpitaux et un gros volume de l'activité programmée en imagerie en coupe également. Et le PIM est très rapidement devenu l'élément central du projet médico-soignant partagé du GHT sur le volet imagerie. Et il a été autorisé par le DGARS en septembre 2024 et on a commencé donc le déploiement en janvier 2025. Ce projet de PIM, pour nous, c'est vraiment une plateforme territoriale de téléimagerie. Et ça nous est apparu comme étant l'élément essentiel qui nous permet de mutualiser la permanence des soins, comme ça a été présenté également pour le PIM de la région centre, mais également de pouvoir proposer de la spécialité d'organes au plus près du territoire du patient, donc de son hôpital de prise en charge, sans diluer les ressources médicales. Ce qui est compliqué, c'est de se disperser sur le territoire. La téléimagerie permet de proposer une activité de spécialité d'organes au plus proche du patient, de pouvoir pallier également au problème d'absentéisme, ce qui arrive régulièrement, et c'est les aléas, mais ça peut arriver, et aussi de structurer une offre de téléexpertise avec une traçabilité qui nous paraît essentielle également, puisque aujourd'hui, c'était quelque chose qui manquait. La téléimagerie nous permet également de travailler sur la démarche qualité, mais à l'échelle du GHT, pas uniquement à l'échelle du centre hospitalier de Valenciennes. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment harmoniser les pratiques, les protocoles de prise en charge des patients, afin d'éviter les examens redondants, donc déjà réalisés ailleurs, ou des examens qui étaient parfois à refaire par une insuffisance de protocole ou une insuffisance d'interprétation initiale, de pouvoir travailler également à des parcours patients territoriaux en imagerie, et c'est vraiment le sens même du projet. On évite les transferts inutiles de patients, on ne va concentrer à Valenciennes que les patients dont l'état de gravité nécessite l'hôpital support, et le patient qui peut être pris en charge localement est pris en charge localement, et de travailler aussi à l'échelle du GHT sur la pertinence des actes. C'est vraiment un enjeu majeur à venir pour l'imagerie. Dans ce contexte de contraction des forfaits techniques, il va vraiment falloir qu'on travaille collectivement à la pertinence des soins. C'est ensuite un dispositif qui vient en complément d'une activité qu'on réalise sur place. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on faisait avec le dispositif d'activité d'intérêt général. Et aujourd'hui, ça représente 5,1 ETP qui sont dans le territoire autour de Valenciennes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en complémentaire. Et on va travailler dans le temps à créer des postes plus partagés de manière équitable dans le territoire. Et on va viser du 50-50 Valenciennes, périphérie, ce qui sera une grande aide également localement.
Enfin, le projet était partagé avec les partenaires libéraux du territoire et on leur a présenté le projet. La seule condition, c'était que pour pouvoir faire de l'activité programmée de jour, il fallait s'engager à participer à la permanence des soins. Un échange de bons procédés. Ça me paraissait cohérent, tout à fait, ce qui n'est pas toujours le cas. Merci. Donc, ce qui était essentiel, c'était de partir de ce constat qu'il y avait déjà une grande externalisation des examens dans des plateformes territoriales, enfin non territoriales, pardon, donc nationales de téléimagerie. Et donc la dépense était déjà là. Ça, c'était quelque chose qui était vraiment important. Et donc c'est de réinternaliser ce volume et cette dépense qui était faite pour pouvoir redonner de l'attractivité et reproposer des postes dans les hôpitaux périphériques à couvrir. C'est pas une dépense nouvelle, hormis le déploiement initial de la plateforme qui est commune, du coup, entre les différents hôpitaux. Et on a aussi beaucoup apprécié chez Imadis Group le travail collaboratif par l'unité de lieu. Et donc, on a créé un centre de téléradiologie de garde dans nos locaux. Vous pouvez voir le schéma qui est là. Donc, il y a une salle de téléinterprétation qui comporte 3 postes aujourd'hui, mais 4 postes demain. Et on a 4 chambres de garde qui sont déjà créées. 2 occupées aujourd'hui, une par l'astreinte en plus, ça fait 3. Il y en a une dans réserve au cas où un jour on crée une garde de PIM exclusive si le volume d'examen devient trop important. Et donc le but, c'est que dans le temps, on puisse redonner de l'attractivité et renforcer les équipes médicales radiologiques du GHT grâce à ce projet. Merci beaucoup, Dr Laurent. Vous avez fait donc un centre Imadis PIM. Très, très joli. Messila Stéphane, comment Imadis Group et le travail que vous avez effectué sur le territoire a permis de proposer quelque chose d'innovant dans l'accompagnement des PIM, organisation complexe, mêlant public, privé, par le haut, par le territoire. Comment ça s'est passé? Alors c'est assez simple, Imadis Group étant composé de plus de 160 personnes à présent. En termes de collaborateurs, on a des compétences très variées et donc qui a permis de pouvoir créer une équipe dédiée pluridisciplinaire et de pouvoir accompagner donc les PIM dans leur construction à partir du cadrage du projet, du déploiement jusqu'au démarrage de l'activité. Et donc ça se décompose en 4 volets, en tout cas ce sont les 4 aspects les plus importants à aborder dans la création des PIM. Tout d'abord sur le volet technique. Donc on a une équipe qui va venir accompagner les PIM pour mettre en œuvre l'architecture la plus adaptée et surtout la plus confortable possible pour les interprétations des radiologues au sein du PIM. Sur le volet organisationnel, grâce à l'expérience d'Imadis Group, notamment par notre organisation et notre activité de téléradiologie, on est en capacité de pouvoir préconiser et apporter des conseils dans l'organisation du PIM auprès des équipes locales. Sur le volet médical, on se coordonne ensemble avec les territoires, les centres hospitaliers qu'on peut accompagner et puis le PIM pour organiser toute l'activité médicale, que ça soit sur la permanence des soins, mais également sur de l'activité programmée en journée. Et puis, sur le volet contractuel, grâce à notre équipe juridique, on a été en capacité de pouvoir accompagner notamment le PIM Centre sur la rédaction donc des conventions médicales et sur la rédaction de tous les aspects, en tout cas contractuels, entre le PIM et les établissements partenaires. Et donc, ce qui permet, en tout cas, d'organiser, de mettre en œuvre des ateliers pour travailler conjointement et faire en sorte de mettre en place des PIM qui correspondent aux besoins des territoires. Ouais, ce qui est important, c'est que chaque PIM, chaque territoire a ses particularités et finalement, une vision complète à 360 degrés, très à la mode, permet d'accompagner le travail et l'organisation du travail, la rédaction d'un travail et d'un cadrage qui permet à l'ensemble des forces médicales de travailler de façon efficace. On va faire quelques petits zooms sur des particularités des PIM aujourd'hui. Et d'abord avec Madame Dupé, si vous voulez bien, quelles sont les transformations que le PIM Centre a apportées dans votre région? Qu'est-ce que a apporté cette organisation qui a été voulue par la région et qui a permis une réussite d'un projet extrêmement complexe? Alors déjà, les chiffres vont parler d'eux-mêmes, puisque aujourd'hui, le PIM Centre, c'est le premier PIM régional en France. Il regroupe 11 établissements, mais bientôt... Félicitations. Premier PIM français. Oui, je crois qu'il faut les féliciter. Et il regroupe aussi, il fédère plus d'une 60aine de radiologues
que ce soit des seniors ou des juniors. Et ça, c'est quand même un point important. Après, ce qu'il faut, si on parle un peu de la transformation, il faut surtout pas partir d'un projet technologique. Il faut partir d'un projet médical. Et monsieur l'a très bien cité tout à l'heure. C'est-à-dire que quand nous sommes arrivés, on avait sur le papier, on avait un GCS qui existait, mais qui n'avait pas de concrétisation opérationnelle. Et ça, c'est un peu le problème dans beaucoup de projets, c'est qu'on passe beaucoup de temps à faire de la théorie, à préparer, mais sauf qu'on ne passe pas la cape opérationnelle. Donc, ce qui est à retenir, c'est qu'il faut déjà redonner ce projet-là aux équipes médicales. Il est co-construit avec les équipes médicales. Leur donner un calendrier resserré. Quand je dis resserré, ça veut dire qu'en 4 mois, on a écrit toute l'organisation du PIM, que ce soit règlement intérieur, mise en place d'une gouvernance médicale, un comité médical qui a su fédérer bien sûr tous ses collègues. Il a fallu écrire bien sûr tout ce qui était lié aux dispositions juridiques, financières, économiques, etc. Mais surtout dire, à telle date on démarre, il n'y a pas de refus de saut d'obstacle, à telle date on démarre. Et donc finalement, quand on a repris le dossier, nous, pour accompagner le GCS PIM Centre, on est arrivé en juin. Au 15 novembre, on a lancé la première ligne permanence de soins régionale avec des médecins seniors. Et mars 2026, on a lancé la deuxième ligne. Donc ça, c'est très important. Ça, on a pu le faire, bien sûr, avec votre accompagnement. Mais on a pu le faire aussi avec un soutien indéfectible de l'ARS et du GRAD. Et ça, s'il n'avait pas été présent, je pense que sur ce territoire, on n'y serait pas arrivé. Donc ça, c'est important. Après, en matière de concrétisation, ce qui est important, c'est que finalement, il y a maintenant une dynamique territoriale qui n'existait pas avant. Et donc, certes, les établissements entre eux collaborent, petits, grands, moyens, etc. Mais il y a une dynamique médicale qui s'est mise en place, qui est quand même assez exceptionnelle, puisque finalement, les médecins entre eux se chapeautent, se chaperonnent, se tutorent, se mentorent. Donc finalement, on a une première ligne qui est composée de médecins seniors, qui accompagne la deuxième ligne de médecins juniors, et finalement, ils se sont construits un groupe WhatsApp. Ils communiquent entre eux. Ils ont finalement réussi à finalement transcender la logique de silo pour faire quelque chose de vraiment avec une approche régionale. Et ça, c'est un vrai plus. Un autre élément qui me paraît positif, ça a été aussi la relation entre les prescripteurs et les radiologues. Parce que ça pourrait être une crainte qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, finalement, les prescripteurs sont plus en contact avec les radiologues que ce qui se passe. Et en réalité, finalement, il y a plus de respect, plus d'écoute. Et même quand il s'agit de remettre en cause, en termes de pertinence des actes, ce qui a été proposé, ce qui a été préconisé par le prescripteur, finalement, ça se passe très bien. Et donc ça, c'est finalement des éléments de réussite qu'on n'avait pas envisagé au départ. Donc globalement, pour faire une synthèse, vous avez remis beaucoup de sens entre les médecins. Vous avez permis aux médecins de retravailler entre eux, ce pourquoi ils sont faits en théorie, et pas chacun dans leur coin autour d'un patient. Donc si on synthétisait pour vous les quelques facteurs clés, qu'est-ce qui ressortirait le plus ? Le soutien institutionnel, très important, ARS GRAD. La communication. Alors bien sûr la relation médicale, le projet médical, la relation avec les médecins. La communication. On a tendance quelquefois à ce que les établissements pivots ou les établissements des porteurs des GHT, finalement, ont tendance à penser à la place de leurs membres. Et ça, c'est un sujet sur lequel il faut être assez vigilant, parce que la communication entre les établissements, entre les médecins, est indispensable. Donc, je dirais communication, communication, communication. Et l'autre point, c'est des partenaires comme vous, bien sûr, au quotidien, parce que vous avez été très réactifs. Vous avez su vous adapter aussi à nos exigences, et ça, c'est aussi important. Merci beaucoup. Docteur Laurent, après 1 an de fonctionnement du PIM chez vous, qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan ? Un bilan d'abord très favorable et très positif, avec une aide vraiment, un soutien méthodologique, un soutien technique qui est très apprécié et qui fait partie de la réussite du projet. C'est cette plateforme qu'on utilise au quotidien qui nous aide vraiment, cette solution ITIS, à bien gérer les télédossiers, qui permet de bien formaliser les échanges entre les médecins prescripteurs, le médecin radiologue qui met le protocole, l'interaction avec le manipulateur,
cette traçabilité qui est apportée par l'outil aussi, qui sécurise l'ensemble du process en cas de problème médico-légal un jour éventuellement. Une efficacité dans la communication, donc avec les médecins prescripteurs, une efficacité pour bien transférer les dossiers, et c'est vraiment très fluide, très simple. L'examen en 2 minutes 30, il est arrivé. Je vous montrerai des chiffres de délai d'interprétation qui sont aussi très favorables. Et un outil aussi qui est très simple à prendre en main pour faire des extractions d'activités, pour pouvoir montrer à nos institutionnels ce qu'on a réalisé, dans quel délai on a travaillé. Moi, ça me prend 3 clics de faire une requête et de sortir des tableaux de bord, des diapositives que je vais vous montrer juste après. C'est vraiment extrêmement simple. Et aussi pour la facturation, c'est-à-dire le suivi de l'activité et la facturation entre centres, parce que ça peut être le nerf de la guerre quand même. Il y a un moment donné, il faut que tout le monde paye la prestation qui a été réalisée. C'est pas toujours simple. Le deuxième volet qui est vraiment fondamental, c'est le soutien médical qui a été apporté par Imadis Group, ce qu'on a qualifié de débordement d'activité dans le projet. Dès la conception, on savait qu'on serait pas autonome pour absorber ce surplus d'activité. On est déjà en sous-effectif à Valenciennes, donc c'était un vrai challenge de pouvoir réussir à mutualiser cette activité complémentaire et à la réaliser. Et donc, il y a 2 niveaux de débordement. Un débordement vraiment structurel sur la permanence des soins, et on a défini une borne de nuit profonde au-delà de laquelle c'est Imadis qui reprend les examens, et les radiologues qui sont de garde à Valenciennes se concentrent en nuit profonde sur les examens de Valenciennes uniquement. Et donc, il y a cette décharge qui est importante pour permettre aussi une acceptation dans le fait de se lancer dans le projet. La possibilité également, si on a un coup de rush à Valenciennes, de pouvoir envoyer au fil de l'eau un examen à Imadis si on est déjà débordé à Valenciennes, pour ne pas allonger les délais de prise en charge ni du PIM, donc des examens des patients du territoire, ni de Valenciennes. Ça, c'est vraiment, c'est un clic droit sur l'examen, on transfère le télédossier, il faut le faire avant le protocole, et c'est la seule contrainte, entre guillemets. Et sur le BOFRO programmé également, on a structuré, donc on s'est structuré en interne. Il y a des secrétaires PIM qui vont être en interaction avec les différents hôpitaux du territoire pour colliger les besoins avant le 15 du mois d'avant, rechercher des radiologues volontaires à Valenciennes pour faire les vacations. Et toutes ces vacations qu'on ne pourra pas assumer, elles sont envoyées à Imadis Group. C'était déjà le cas avant avec d'autres plateformes nationales, ça reste le cas aujourd'hui, mais on répond collectivement à l'ensemble du besoin. Le troisième volet qui est très qualitatif aussi dans l'interaction qu'on a avec Imadis Group, c'est la façon de faire les bilans annuels à 4 mains, donc les préparer ensemble. Et donc j'ai moi désigné un chef de service PIM qui s'occupe du territoire et de l'activité périphérique à Valenciennes, qui va sur site avec un référent Imadis. Et on a fait les premiers bilans annuels, donc à Fourmies en janvier, à Denain en mars, à 1 an du démarrage de l'activité. Et on a fait un focus sur une thématique concernant la pertinence des examens en nuit profonde, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive non plus avec la mise en place d'une plateforme de téléimagerie, et c'est bien le cas. On a également pu mettre en place des soirées de formation médicale continue, à 4 mains également, conjointes. Je remercie Antoine Perret qui organise ça très très bien, il est vraiment très très bon dans l'exercice. C'est des soirées médicales, en fait on crée du lien avec les médecins prescripteurs, les médecins radiologues, tout le monde est invité. On a même élargi à des médecins du CHU dans la région également. L'idée, c'est aussi de créer un peu d'attractivité grâce à ces formats qui sont intéressants et pour lesquels les jeunes sont en recherche également de formats de formation continue complémentaires, très dédiés permanence des soins. Et on va faire la même chose avec une soirée paramédicale qu'on va essayer d'organiser à l'automne, le but étant de créer du lien aussi avec les manipulateurs qui sont isolés en territoire. On communique souvent par téléphone, mais en fait, on se voit pas, on n'échange pas directement. Et ces moments-là sont importants aussi pour remonter les irritants, pour essayer d'y travailler et d'améliorer encore nos organisations collectives. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire ensemble. Donc, sur le bilan maintenant quantitatif de l'activité. Beaucoup de liens, malgré notre ère de l'hypercommunication, finalement physique, nécessaire dans toute cette dématérialisation. La communication, c'est clé. C'est sûr que c'est un élément fondamental. On le fait en intra-hospitalier quand on peut le faire, et là on le fait en inter-hospitalier, et on trouve aussi la place pour l'hôpital support du GHT d'être l'élément qui provoque les réunions, les échanges, pour que verbalement les problèmes du quotidien des hôpitaux plus petits soient aussi exprimés, pour essayer de travailler collectivement à des organisations collectives avec une amélioration de la prise en charge des patients, l'amélioration des protocoles de prise en charge et une harmonisation de l'ensemble. Voilà quelques chiffres sur lesquels je te laisse
commenter si tu le veux. Ouais, alors c'est d'abord pour montrer que c'était une belle activité, pour montrer que c'est une activité qui s'est fait au fur et à mesure des connexions des différents hôpitaux, comme le fait la région Centre. Hein. On a commencé en janvier l'année dernière avec Fourmi. On a connecté Denain au printemps avec le workflow d'urgence et il y a déjà un petit décroché qui apparaît. Puis en juin, un gros décroché avec l'activité programmée de Denain qui s'est rajoutée à la permanence des soins et le CHE Le Quesnoy qui nous a rejoint aussi. Donc on est passé à 3 centres au mois de juin. Et là, on a un plateau qui est apparu et c'était au moment d'été. Donc c'est un vrai challenge. Hein, c'est pas simple à assumer. Et un dernier pic à l'automne avec la connexion de Maubeuge et les urgences de Maubeuge, Cambrai nous ayant rejoint en décembre. Le l'histogramme de gauche, enfin de droite sur la diapo, montre qu'on arrive à faire plus de 50% d'activité et que Imadis Group fait plus de 45% d'activité. On est assez fiers de ça. Après, sur deux petits focus sur le workflow des urgences, ce sont plus de 6500 dossiers qui ont été traités par le PIM de Valenciennes. En plus, les examens réalisés par Imadis en nuit profonde, à plus de 99% de scanners. Et on voit qu'on a des indicateurs qualitatifs qui sont vraiment excellents. On a 14 minutes de délai d'interprétation par les médecins du PIM. Et on voit qu'on a 83% des dossiers qui sont traités en moins de 45 minutes, toute indication confondue. Et enfin, un petit focus sur le workflow programmé également. C'est un peu plus de 7000 dossiers qui ont été traités par le PIM de Valenciennes également, le PIM du Hainaut-Cambrésis. Plus de 96% de scanners et aussi des indicateurs qualitatifs très bons. Hein. Plus de 92% des dossiers sont traités en moins de 24 heures de l'acquisition des images à la validation du compte-rendu. On a des difficultés pour assumer les vacations d'IRM parce qu'aujourd'hui, on n'avait donné aucune consigne organisationnelle. Donc, c'est des vacations tout venant. Et on voit que ça limite la participation des médecins du PIM. On va essayer de travailler collectivement avec les hôpitaux pour structurer de la spécialité d'organes aussi en programmation pour avoir une meilleure participation de nos radiologues. Merci, docteur Laurent. On va faire un petit focus rapide, si vous en êtes d'accord, sur un sujet qui va avec, quelque part, qui permet de désenclaver les territoires et régler, ou en tout cas essayer de répondre à une problématique des déserts médicaux. C'est la problématique très à la mode de la prise en charge de l'AVC dans les territoires, avec des mises en place depuis plusieurs années, avec plus ou moins de succès, des process d'organisation de télé-AVC. Et on a la chance d'être avec une région qui nous a fait confiance et qui a permis de mettre en place une prise en charge en télé-AVC de façon extrêmement structurée et fonctionnelle pour faire au mieux pour les patients d'un territoire. Madame Stéphane. Oui, effectivement, on a eu la chance d'être sollicité par la région Centre-Val de Loire, parallèlement à la création du projet de PIM, pour pouvoir les accompagner sur la filière AVC. Et conjointement, on a également une autre région qui nous a sollicité également pour les accompagner sur la prise en charge des patients au niveau de l'AVC. Et donc, ça nous a permis de pouvoir construire avec la région, donc avec les professionnels de santé, de pouvoir inclure tous les acteurs finalement qui interviennent dans la prise en charge du patient pour développer une solution qui soit dédiée à cette prise en charge et qui est inclus directement dans notre plateforme de téléimagerie ITIS. Donc, ce qui a permis notamment sur la région Centre-Val de Loire de pouvoir faciliter l'implémentation et la mise en place de ce module, puisque finalement une bonne partie des professionnels de santé utilisaient déjà cette plateforme dans le cadre de la téléradiologie et dans le cadre donc du projet de PIM. Et donc l'objectif, c'était vraiment d'améliorer cette prise en charge, de permettre un gain de temps dans la prise en charge du patient et de pouvoir tracer toutes les informations qui sont liées à cette prise en charge. Puisque sur les deux régions qui nous ont sollicité, il y avait un manque d'outils, de coordination entre les métiers, de coordination entre les différents établissements. Un manque de communication. Et maintenant, vous nous direz qu'est-ce qu'on peut faire de plus maintenant qu'on a un socle solide, des professionnels alignés, des envies, d'autres projets. Eh bien, aujourd'hui, avec la région Centre encore, on est en pleine réflexion pour aller plus loin que le télé-AVC, aller plus loin que la téléradiologie et envisager une coordination qui est assez centrale dans la prise en charge des urgences, qui est la télé-neurochirurgie, c'est-à-dire le partage de compétences de centres pivots vers les centres périphériques pour donner le maximum de chances à des gens qui habitent à 80, 100 km souvent des centres pivots. Et aujourd'hui, donc, on a le plaisir d'accompagner ce projet dont on espère venir vous parler l'année prochaine. Hein
Voilà. En tout cas, merci beaucoup à toutes, à tous. Si vous avez des questions, on est à votre disposition pour les quelques minutes, 4 minutes qui nous restent. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? On a 8 minutes. Bonjour, je travaille aux Hospices civils de Lyon et à Lyon on est en train de réfléchir justement à ces questions de PIM. Donc j'avais des questions, enfin 2 questions un peu pragmatiques. La première c'est au-delà de la plateforme ITIS qui a l'air vraiment d'aider à l'organisation globale de ces PIM. Est-ce que vous avez aussi dû faire des ajustements dans vos SI, les RIS, les PACS, entre les différents centres pour que ça fonctionne correctement? Voilà, première question. Et deuxième question par rapport à l'organisation des vacations. Vous en avez un peu parlé de secrétaires, des super secrétaires qui arrivent à coordonner tous les agendas entre guillemets des radiologues. Est-ce que vous avez dû créer des postes ou un peu ajuster les fonctions de chacun pour que ça fonctionne? C'est 2 très bonnes questions, merci. Donc la première question très technique. Aujourd'hui, on est parti de l'existant. Donc, on n'a pas mené un grand chantier de convergence des systèmes d'information. C'est quelque chose qui se fait en parallèle dans le cadre du schéma directeur des systèmes d'information à l'échelle du GHT. Mais le PIM, en fait, ITIS s'adapte aux différents RIS, aux différents DPI, aux différents PACS de tous les établissements. Donc, il y a la norme HL7 est là pour ça. Et donc, au final, c'est plutôt de bien faire dans cette réunion de cadrage qui prédéfinit l'environnement de l'établissement dans ces différents systèmes d'information qui sont localement présents, les interfaces qu'il va falloir mettre dans le projet pour que les logiciels communiquent bien ensemble. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu on a quelques risques communs. Il y a des endroits, il y a du risk explore, et dans d'autres endroits, c'est autre chose, et ça fonctionne de la même façon. Globalement, la plateforme vient en surcouche. Et tout ce qu'il faut prévoir, c'est savoir comment on fait communiquer les différents... C'est toujours un problème de communication, finalement. Comment on fait communiquer ces différents outils et de quoi on a besoin. Quelle information doit remonter, redescendre. Et une fois que ça, c'est bien cadré, nous, on sait faire. Sur le deuxième volet, c'est aussi un sujet de communication, au final, hein, de récolter les besoins, de chercher des radiologues et de transmettre les vacations restantes à Imadis. On a formé des secrétaires, c'est un profil secrétaire simplement, hein, entre guillemets. C'est pas une création de poste. On finance ce poste grâce à une partie de l'enveloppe des honoraires qui sont dédiés à la gestion administrative du dossier. Et donc cette organisation se fait comme ça. Donc c'est un peu moins pour ce qui est payé pour les radiologues. Du coup, c'est collectivement, c'est l'effort qu'il faut faire pour réussir à avoir une bonne coordination. Et c'est vraiment essentiel parce que si on n'a pas bien les besoins, si on n'a pas bien les ressources et s'il y a des problèmes de communication au moment où les examens se font, c'est dramatique. Donc c'est vraiment important. Et je pense que, modestement, mais les plateformes de téléimagerie sont aussi organisées comme ça. Très clairement, il faut mettre des moyens pour pallier les problèmes de communication qui peuvent exister. Et il faut cette ressource pour chercher les besoins, chercher les radiologues, la ressource, planifier les choses. Donc il faut y consacrer du temps, ça c'est sûr. On l'a financé, nous, plutôt sur la partie recette du PIM. Oui, pour le PIM-Centre, c'est exactement le même modèle, hein. On avait inclus dans le modèle économique une ligne importante sur le support administratif et notamment sur la gestion des plannings. On s'est appuyé sur les compétences de la direction des affaires médicales de manière à avoir vraiment un suivi professionnel et assuré de l'ensemble des lignes de garde. Sujet ô combien complexe, la gestion des plannings. Chez nous qui gérons des plannings full canal partout en France en même temps, pour de multiples radiologues avec de multiples envies, j'ai envie de dire. C'est des équipes plein temps qui travaillent sur ces sujets-là, avec des outils dédiés, avec une compétence dédiée. Mais voilà, on est capable aussi d'accompagner sur ces sujets-là. Après, il y a des logiques territoriales qui sont majeures, où les gens, quand ils commencent à se connaître et qu'ils connaissent les équipes, finalement, chacun y met un peu plus de bonne volonté. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Vous savez tout du PIM, donc pas de problème. Vous avez résolu tous les problèmes des déserts médicaux en imagerie ce matin. Parfait. Eh bien, en tout cas, je tenais à remercier tout le monde pour ce démarrage un peu rapide de bon matin. Et maintenant, on a le droit à un petit café. On vous attend sur le stand d'Ivadis Group pour un petit café. Merci à toutes.